bonjour, Alfonso. Bonsoir Alfonso, bonsoir Boris, bonsoir à tous, merci et bienvenue sur Monaco Info pour le best-of de la semaine. Une semaine placée sous le signe de la fête nationale monégasque que vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info et qui aura été marquée par plusieurs temps forts. Nous avons reçu par exemple cette semaine Frédéric Platini, le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, la Croix-Rouge qui s'est vue remettre l'ordre de Grimaldi. Cette fête du prince si particulière cette année, nous l'avons également évoquée avec le colonel Tony Varro et Thomas Fouilleron. Nous avons aussi parlé culture, environnement, économie et humour avec Gad Elmaleh. Et puis Boris Herman nous a invités à bord du Sea Explorer en plein Vendée Globe. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Globalement, aujourd'hui, on a eu beaucoup de chance que notre gouvernement ait pris les bonnes décisions, n'ait pas suivi ce qui s'est passé en France et ne nous a pas accablés avec une fermeture. Vous savez, quand vous êtes dans des situations comme ça, vous faites moins 50, vous êtes content, alors qu'avant vous faisiez 0. En France, il y a actuellement donc un confinement, on l'a dit. Les commerçants monégasques profitent de cette situation, sans le vouloir, malgré eux bien sûr. Est-ce que les Français, par exemple, viennent faire leurs courses à Monaco, ou encore les travailleurs pendulaires, par exemple, font plus d'achats ici ? Oui, je pense que spécifiquement sur certains coiffeurs, certaines choses comme ça, ça peut aider. Après, nous, on a une chance incroyable, c'est qu'on a 55 000 pendulaires. Et ça, c'est une richesse qu'on n'a jamais réellement exploitée. Et aujourd'hui, un peu à cause de ce confinement, ces pendulaires qui sont là tous les jours, en grande partie, sauf ceux qui télétravaillent, profitent de consommer à Monaco. Ils se rendent compte peut-être qu'à Monaco, il y a aussi de beaux commerces dont ils peuvent profiter. J'ai été par exemple amené à plusieurs reprises à prendre part à des événements internationaux qui auraient dû normalement, pour utiliser l'expression consacrée, être présentiels. Eh bien, nous avons utilisé toute la technologie, la visioconférence, l'enregistrement de messages, mais la vie internationale continue, la vie interétatique continue. C'est clair que la limitation des possibilités de voyager n'a pas été de nature à favoriser les choses, mais nous avons quand même aussi beaucoup réorienté notre action sur des sujets en lien avec la crise sanitaire, notamment l'aide à la vaccination. Nous avons mobilisé aussi les fonds dont nous disposions pour venir en aide aux pays sur les conséquences de la crise sanitaire. Donc je pense que là aussi, il a fallu se penser un peu autrement, mais la continuité du service public, en l'occurrence de la coopération internationale, a été éminemment assurée. Et cette aventure est aussi, pour vous, en ce qui vous concerne, aussi environnementale, puisque vous faites des prélèvements tous les jours, il me semble. Oui, la bonne chose, c'est que notre laboratoire océanographique est complètement automatisé et la seule chose que je fais, c'est une fois par jour, je regarde les paramètres sur l'écran et tout fonctionne bien. Qu'est-ce qui est dangereux en mer ? Qu'est-ce qui vous fait peur pendant cette aventure ? Qu'est-ce que vous craignez ? Il ne faut pas faire des conneries déjà, il ne faut pas mettre des voiles trop grands, naviguer trop vite ou aller sur le pont sans s'accrocher. Donc les dangers, c'est d'avoir de la casse mécanique pour pas pouvoir finir la course, genre des problèmes mécaniques dans le mât, les safrans, de taper s'il y a un gros morceau de bois dans l'eau, ça tape en safran, ça tape le foil, ça peut finir la course assez vite. Bon courage aux gens qui restent à terre derrière nous. Donc, s'il y a un petit fond de vérité avec ça, la situation pour vous, les terriens, n'est pas évident avec le contexte. Et par contre, c'est peut-être le meilleur temps pour s'échapper en mer et on a l'impression de louper un peu moins la vie sociale normale. C'est une occasion de se produire. C'est aussi une histoire de rencontre. C'est aussi, après, inutile de repréciser le lien affectif que j'ai quand même avec Monaco, et familial. Et donc ça représente un endroit important pour moi, un public aussi, qui m'a vu souvent en spectacle. Ça s'est passé comme ça. Il y a quelques semaines, j'ai vu un spectacle de Renaud Capuçon. Et je suis sorti de là, et on s'est rencontrés, et je dis, mais on peut faire des shows à Monaco ? La queue, tu faisais la queue, chaque spectateur était à 1,50 m l'un de l'autre, tu devais te mettre du gel avant de rentrer, c'est très spécial, tout le monde est masqué, les rangs sortent un par un, je suppose que c'est ça qu'on fera. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça bloque un peu, mais c'est la seule condition dans laquelle on peut faire le show. L'avion était au roulage.
Il n'avait même pas décollé. Vous savez, quand il roule bien et que vous dites ça y est, c'est parti, et ça se passe bien. Et vous avez un peu peur de l'avion, mais quand même, c'est bien stable. C'est un gros avion, il est beau, le pilote, il est rassurant. Les gens sont contents. Ça roule et ça continue à rouler. On ne décolle pas. Là, il y a un gars qui dit arrêtez. On s'arrête, on ne va pas décoller. C'est pire que de ne pas être sorti du hangar. Toutes les alternatives qui ont été trouvées pour continuer à faire des shows en streaming, via les réseaux sociaux et tout ça, ça s'adapte à beaucoup d'art, mais pas à la comédie. Là, on répète avec environ 250 personnes au sein du Grimaldi Forum. Et donc, il a fallu s'organiser avec des protocoles qui ont été déjà éprouvés dans des grands festivals tels que Salzbourg ou à l'Opéra de Vienne cette année, où l'on joue sans distanciation, sans masque, mais avec un prix à payer qui est celui de tester tout le monde toutes les semaines et des tests PCR. Ce qui se joue là-dedans, ce n'est pas seulement de représenter Carmen, c'est surtout que nous serons les seuls à jouer devant du public. En France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, nulle part on joue. Cela montre que le modèle européen, et surtout l'Europe continentale, et surtout le modèle français, d'avoir, et monégasque bien sûr, d'avoir ce qu'on appelle une politique culturelle, c'est-à-dire l'État qui décide que la culture est une chose importante, qui lui revient de la développer. Il vaut mieux ça que de la laisser au champ du privé. Ah, alors le 19 novembre, c'est en fait une référence au 19 novembre 1949, le jour de l'intronisation du prince Régnier III, après les 6 mois de deuil national consécutifs à la disparition du prince Louis II le 9 mai 1949. Et c'est pour la fête nationale 1952 que le prince Régnier III est revenu en quelque sorte au jour inaugural d'intronisation de son règne, qu'il a fait coïncider avec la fête du bienheureux Régnier, son saint patron. En conservant cette date au 19 novembre, le prince Albert II lui a donné un caractère véritablement national, puisque, a priori, cette date est définitive et ne bougera pas. Et donc un hommage éternel qui sera rendu à l'importance du règne du prince Régnier III. Chacun a un rôle primordial. Quels que soient les ordres que je peux donner, il faut que l'ensemble puisse réagir correctement, en connaissant bien évidemment déjà l'anticipation, les phases qui vont suivre. Donc c'est tout l'entraînement qui permet de gérer cette pression. Que retiendrez-vous de cette journée? S'il y a un moment, un instant à retenir, ce serait lequel? Ça a été tout d'abord l'hommage que les militaires de la force publique ont voulu rendre à leur prince souverain en soulignant ses 15 ans de règne, malgré une année particulièrement compliquée. On a senti d'ailleurs le prince ému à ce moment-là. Oh, le prince était très ému et était très content, très heureux plutôt d'avoir eu cet hommage, puisque ce sera malheureusement, si j'ai bien compris, le seul hommage qu'il y aura pour ses 15 ans de règne. L'année ne s'y prétend pas. Cette année, ça a été une année particulière. Il y a eu beaucoup de distinctions additionnelles. Des salariés bénévoles ont été décorés de l'ordre des Grimaldi. Et puis il y a eu les décorations pour les bénévoles avec ce matin, à l'occasion de la fête nationale, la décoration du drapeau. Et ça, c'est un honneur particulier pour la Croix-Rouge, parce que c'est vraiment l'ensemble de l'activité de la Croix-Rouge, de tous nos bénévoles, de tous nos salariés, de ceux qui n'ont pas été décorés durant cette fête nationale ou pendant les autres qui ont été, félicités. Il n'y a pas de contrepartie financière à la Croix-Rouge monégasque. On a des salariés, une soixantaine, mais à part ça, tout le réseau, c'est du bénévolat. Donc la reconnaissance, c'est ce qui leur est dû, et c'est ce que le souverain, notre président, fait tous les jours. Mais le fait de décorer le drapeau, c'est vraiment un honneur pour tous. Un investissement durable, ça veut dire que ça prend quelques critères en compte, principalement environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est-à-dire que votre portefeuille ou vos investissements peuvent faire du bien à la planète. Ça peut aller sur du financement de dettes privées envers des projets, par exemple en Europe, sur des fermes de panneaux solaires, ou même dans les pays en voie de développement. On a vu pas mal de sociétés se développer dans ces pays-là, tout en passant par le private equity, qui sont des investissements beaucoup plus illiquides et à long terme. Mais on fait de la recherche sur ces investissements-là. Et par exemple, on a trouvé une société aux États-Unis, pour être plus concret, qui a une technologie assez innovante de teinture de vitre. Et la teinture de vitre, de nos jours, est très importante pour l'économie d'énergie dans les nouveaux bâtiments. Il y a cette perception que d'investir durablement,
c'est chercher une sous-performance. On ne peut pas faire du bien tout en performant bien. Et en fait, on voit avec le développement du domaine ces 5-7 dernières années que ce n'est plus le cas. Il y a tellement de capitaux globaux qui se concentrent dans ce domaine que de nos jours, il n'y a pas de sacrifice de performance en investissant de façon durable. Je dirais que la principauté est plutôt un bon élève en matière de gestion des déchets, puisque en fait, il y a un système qui combine la valorisation énergétique pour les ordures ménagères, donc tous les déchets qui ne sont pas renouvelables, et la valorisation matière, donc ça c'est pour les déchets recyclables, et du coup qui vont être emmenés vers des filières de recyclage. Donc en fait, il y a à la fois des ordures ménagères qui vont être utilisées pour produire de l'énergie, donc notamment dans le quartier de Fontvieille, et les emballages recyclables qui vont servir à fabriquer de nouveaux produits. Les déchets recyclables, donc ceux qui vont maintenant dans le bac jaune, donc papier, emballage, carton, plastique, sont envoyés vers le centre de tri qui se trouve à Cannes et qui est équipé d'une infrastructure automatisée qui va permettre en fait de séparer de façon automatique les différentes matières. Et donc pour simplifier le geste de tri et pour faciliter justement le geste de tri de l'usager, le bac bleu a été supprimé et il y a des nouveaux emballages qui peuvent rentrer aussi dans le bac jaune. Cette semaine, nous vous avons sollicité sur le réseau Malizia pour nous faire partager vos photos et vos vidéos à l'occasion de la fête nationale. Sans grande surprise, c'est le rouge et le blanc qui dominent. Voici le best-of du réseau Malizia. Il est monté par David Bernardi. Et continuez d'ailleurs de partager avec nous vos photos et vos vidéos sur le réseau Malizia. Ce best-of est à présent terminé. Merci d'avoir été avec nous lundi. Place à une nouvelle semaine et à de nouveaux JT. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.